Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella évidemment. Nous sommes vendredi et le vendredi, vous le savez, c'est l'agenda très subjectif de nos esprits critiques avec au sommaire ce soir. Côté livre, les tribulations d'une Asperger à Paris, c'est la BD qui crée l'événement. Dans la séance 7e art, le Festival du cinéma italien débarque à Ajaccio du 5 au 13 novembre. Et la découverte du soir, Proust, le temps perdu et le réel retrouvé avec le philosophe Nicolas Grimaldi. Ce soir avec moi, mes trois esprits critiques, Xavier Affre. Bonsoir mon cher Xavier. Philippe. Le cinéphile de Pendant le 20h. Marcel Petricciol, notre libraire. Bonsoir Philippe. Et Marie-Ange Philippe. Notre blogueuse, oh que vous n'aimez pas ce mot, je vais vous le faire à chaque fois. Ça va être notre running gag. Bisutage. Alors vous le savez, tous les vendredis, nous commençons par la littérature. Côté livre, Marcel, vous avez programmé La différence invisible de Mademoiselle Caroline et Julie Dachez aux éditions Delcourt. C'est dans la collection Mirage. À 27 ans, Marguerite découvre qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Elle le découvre par hasard en allant chercher sur Internet qu'au départ, elle vit normalement, elle pense qu'elle vit normalement. Elle a un petit ami, elle vit en couple, elle a un boulot, elle travaille dans une grande entreprise, dans un open space. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Elle voit qu'elle n'est pas à sa place, elle est hypersensible au bruit, à la lumière, elle n'aime pas que les autres la touchent. Et puis surtout, elle a beaucoup de problèmes relationnels. Avec tous les codes sociaux, ça lui échappe complètement. Elle ne comprend pas le second degré, par exemple. Donc, elle sent bien qu'il y a quelque chose. Et comme vraiment elle le vit très mal, elle va sur Internet et là, elle découvre que tout ce qu'elle a, ce sont des syndromes donc, de la maladie d'Asperger. Et à partir de ce moment-là, on peut le dire, sa vie change. Parce qu'elle sait enfin ce qu'elle a. Ce n'est pas une maladie. Elle se redécouvre, elle comprend ce qu'elle est. Elle va rencontrer des gens, des psychiatres et compagnie. Et puis, va faire de nouveaux amis. Et ce qui est marrant dans le bouquin, c'est qu'elle est tellement contente de mettre un nom sur ce qu'elle a, qu'elle va en parler à ses amis. Et la réaction des proches et des amis, c'est pas piqué de nathan. C'est ça qui est très très surprenant, vraiment. Voilà, bon, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée et je voudrais insister vraiment sur les graphismes. Alors, c'est particulier, le graphisme est assez particulier. On en a un. On peut ne pas aimer. Mais je vais le montrer aussi à notre réalisateur, Poulouchat. Voilà, on peut ne pas aimer le graphisme, c'est vrai, mais c'est le travail qu'a fait vraiment Mademoiselle Caroline. C'est fantastique. À travers le graphisme, elle nous fait comprendre toutes les émotions de Marguerite. Elle va jouer sur les cases, sur la typographie, sur la couleur. Tout ça pour vraiment nous mettre dans l'ambiance de ce que peut ressentir cet autiste. Et ça, c'est assez remarquable. D'un témoignage, je trouve qu'elle en a fait vraiment un truc qui a du rythme, il y a de l'émotion. C'est assez émouvant. Émouvant, Xavier ? Oui, c'est assez fort. Pour une fois, on est deux hommes contre Marie-Ange, qui est un Oui, témoin. ouais, Voilà, mais moins touché. Ah, mais des fois, un petit peu. Je tease. C'est le teasing, je suis au roi du teasing. Non, oui, je trouve ça assez émouvant aussi. Bon, oui, je dois avouer que c'est pas forcément la forme au niveau des dessins, moi, qui me plaît le plus ou qui m'attire le plus. Mais le sujet, c'est vrai, est assez fort et du coup, ça remporte quand même l'adhésion d'une manière générale. Voilà. Et a priori, c'est pas mon dessin. Oui, c'est ce que vous n'aimez pas trop, la dimension esthétique de l'ouvrage. Hein. Marie-Ange ? Écoutez, je vais passer pour un être insensible et froid, mais ça ne m'a pas du tout touchée. Effectivement, le sujet est d'un complexe. De deux, je pense, très dur à vivre. Mais j'ai trouvé que justement, ce dessin-là, un espèce un peu de dessin enfantin de blogueuse girly, n'a pas rendu service à la BD. Et le ton, l'écriture très, très enfantine, j'avais l'impression que c'était l'autisme expliqué aux enfants, honnêtement. Je trouve que du coup, on a perdu en force, alors que c'est un sujet très complexe. Et c'est vrai que, notamment sur les couleurs noir et blanc, sur les polices, etc., on ressent bien sa solitude.
mais les situations sont aussi un peu simplistes. Je reviens sur ce mot, un peu enfantine. Alors, moi, je sais pas, j'ai peut-être ce syndrome-là parce que je déteste travailler dans les open space, je n'aime pas qu'on me touche, je ne capte pas que mon voisin me drague, donc... Marcel, arrêtez, hein. Voilà. Bon, après, ce qui se passe à France 3 reste à France 3. Mais voilà, j'ai trouvé que je ne suis pas rentrée dedans, je ne suis pas du tout rentrée dans l'émotion. Et, Alors, gardez-en sous la pédale, parce que Marie-Ange, je vais le dire à notre réalisateur, Paul Luchan, un duel entre tous les deux. Marcel qui a programmé la bande dessinée pour ce soir, et vous qui n'avez pas aimé, un duel pour convaincre le téléspectateur ou au contraire le faire fuir pour cette lecture-là. Alors Marcel, on va commencer avec vous. Vous avez 40 secondes, vous connaissez la règle. Donnez tous vos arguments en 40 secondes. Pourquoi il faut lire La différence invisible aux éditions Delcourt dans la collection Mirage? Tout simplement pour enfin comprendre ce qu'est la maladie d'Asperger. C'est tout simplement pour ça. Il y a plein de codes, il y a plein de choses à la fin du bouquin qui nous expliquent vraiment ce que c'est. Et puis surtout, ça montre que ce n'est pas une maladie. C'est simplement une façon différente d'appréhender et de comprendre le monde qui nous entoure. Après, au niveau des dessins, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. L'émotion, il y est. Simplicité, non. C'est ce qu'elle a vécu. C'est une histoire vraie. Elle raconte son histoire. Donc, toutes les situations, tout ça, c'est ce qu'elle a vécu. Donc... c'est du vécu aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez fait 40 secondes, parce qu'on n'a pas eu notre petit chrono. Voilà. On n'a pas eu notre chrono de 40 secondes, mais vous l'avez dans la tête. Alors, je ne sais pas, on peut me le dire dans l'oreillette. D'ailleurs, si on va avoir nos 40 secondes, on l'aura maintenant, je l'espère. Avec vous, Marie-Ange, 40 secondes. Pourquoi la différence invisible ne vous a pas touché? Ça ne m'a pas touchée parce que... alors, mais ça, c'est très personnel. J'en ai un peu assez de voir ces dessins de blogueuses girly avec des traits fins et des ronds. Enfin, bon, voilà. Et parce que... Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas le lire, lisez-le. Mais c'est très enfantin. C'est trop enfantin pour moi. Et j'ai trouvé ça trop simpliste, trop manichéen. Les amis ne sont pas bien, elle est très bien. Enfin, voilà. C'est trop simpliste. Trop simpliste pour vous. Pour une situation très complexe. Voilà. Il vous restait 24 secondes, mais trop simpliste. Non, mais ça va, c'est la punchline. On fait ce qu'on peut. C'est la punchline, ça me va. On va laisser aux téléspectateurs tout de même le soin de faire leur propre avis. La différence invisible. Mademoiselle Caroline, oui, le titre on est très d'accord. Mademoiselle Caroline Julie Dachaise, Delcourt Mirage. C'est fortement recommandé par Marcel Petricciol, notre libraire. Alors, côté cinéma avec vous, mon cher Xavier, la Dolce Vita, évidemment. Le festival du cinéma italien d'Ajaccio se déroule du 5 au 13 novembre et vous avez décidé d'évoquer deux films. Le premier, Fai bei sogni. Alors, j'ai choisi deux films qui ne sont pas... De Marco Bellocchio. Grand réalisateur, mais qui ne sont pas deux comédies. Donc, vous voyez, ça me ressemble un peu. C'est original. Voilà, c'est original, n'est-ce pas? Des drames. Voilà. Et non, mais de ce rendez-vous qui est un rendez-vous incontournable à Ajaccio. Donc, on salue Agnès Lec et toute son équipe, parce que ce festival, ça fait quelques années maintenant qu'il est installé et qui dure et qui fonctionne, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, évidemment, pour le cinéma italien. Alors, je rassure les téléspectateurs, il y a des comédies, beaucoup de comédies. Il y a aussi des films sérieux, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on pense que les Italiens, aujourd'hui, ne savent faire que de la comédie. Hein. Marcel ne me contredira pas. Si on se replonge il y a 30, 40 ans, les comédies italiennes étaient douces amères. Comédie sociale. C'était même des comédies qu'on appelait comédies, mais finalement qui n'en étaient souvent pas du tout. Affreux, sale et méchant, voilà, c'était soi-disant une comédie. Donc c'est pour ça. Alors du coup, ce fait de beau rêve de Marco Bello que j'ai choisi parce que j'adore ce réalisateur. En général, je ne loupe rien. Malheureusement, j'avais pas pu le voir à Cannes, mais depuis, j'ai rattrapé. Mais bon, mais c'est incroyable. Il va à Cannes. Il faut que je justifie ma place ici, vous comprenez. Voilà. Alors, mon cher Xavier, si on propose aux téléspectateurs de regarder la bande-annonce. Allons-y. Fai bei sogni de Marco Bellocchio. Posso trattenerti un minuto, scusa? Ho pensato una cosa. Perché non provi tu a rispondere a quella lettera? Io? Ma perché? Beh, scrivi bene, vai diritto, senza patetismi. Sì, ma i sentimenti non sono il mio forte. Senti, io so quanto l'argomento ti tocca, di tua madre, di come l'hai persa da piccolo. Io ero appena arrivato al giornale, ero alla cronaca, e il direttore... Dai, insomma, scrivi quello che ti va, quello che ti gira per la testa. Tu hai sofferto, immagino, quando tua madre è morta. Chissà quante lacrime hai versato. Metticele dentro, queste lacrime. Metticele dentro!
Non vergognarti e non rileggere. Assez long. Xavier, vous le savez, est très fort pour choisir les moments, Un film d'action. les moments dans les films. Là, ils ont choisi vraiment le dialogue. Le plus Il faut important jouer du film, c'est ça. faut jouer la transparence, en fait. C'est un film qui va être projeté sans doute en avant-première, donc il n'y a pas encore d'extrait, de bande-annonce. C'est un extrait que j'ai pu trouver en VO sous-titré, ce qui est déjà C'est pas mal. important. Bon, italien en même temps, c'est Oui, ça va. c'est pas trop grave. Et c'est comme quand on part en Italie, il fait beau, quand on part, et même s'il pleut, on est en Italie, on s'en fout. Donc là, même s'il n'y a pas d'action, Oula. on entend l'italien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, C'est c'est essentiel. magnifique. Donc Donc ça ce dernier réveille, film, quand on est au cinéma. c'est vrai. Mais ce dernier film avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Alors, c'est un peu étonnant de voir reléguer Marco Bellocchio comme ça dans la quinzaine. Mais après tout, on nous dit à Cannes qu'il n'y a pas que la compétition qui compte. On ne peut pas mettre tous les bons films dans la compétition et faire des sections parallèles faibles. Donc, je pense qu'ils équilibrent Parce qu'il y a un des peu. films faibles à Oui. Cannes, donc. Non, oui, de temps en temps, ça peut arriver. Marcel, bien joué. Donc, et si vous voulez, tout se passe aussi autour d'une tragédie là, intime. Alors, on ne le voit pas trop, mais c'est un homme qui est tenté par quelque chose qui s'est passé dans son enfance, notamment la mort accidentelle, je dis dessus parce qu'on le voit de suite, de sa mère. Et en fait, on le voit, il y a des allers-retours entre les années 60 et les années 90, où il est plus grand, il est journaliste. Et il doit vendre l'appartement de ses parents. Et lui revient en mémoire cet épisode. Il avait 9 ans, donc il le traumatise. Et le film traite de ce sujet-là. Et ce que j'aime beaucoup avec Marco Bellocchio, c'est qu'il s'est souvent emparé de sujets difficiles. Je ne peux pas le comparer à Buñuel, mais par exemple, c'est quelqu'un qui est anti-religion. Dans tous les films qu'il a fait, la religion en prend toujours pour évidemment son grade. Là, c'est le cas encore une fois, bien entendu. Et puis, Mais vous avez raison quand vous dites qu'il ne faut pas le comparer à Buñuel. Parce Non, que, mais il y a ce Bellocchio, petit côté. Oui, mais il y a Il y a ce beaucoup petit- moins de poésie quand même que Buñuel. Hein. Non, c'est différent. Oui, c'est deux styles différents. Bellocchio, c'est plus la réalité. Ce sont des sujets de société durs en Italie. Il n'y a pas très longtemps, il avait fait La Belle endormie sur. C'est le cas de cette jeune femme qui avait choisi de se laisser mourir. Enfin, on l'avait débranché. Ça avait fait un scandale du temps de Berlusconi. Il avait osé en faire un film. Donc voilà, j'aime beaucoup ce réalisateur parce que. Mais il frappe toujours juste, c'est très émouvant. Et alors, il faut parler de l'acteur. Ici, Valerio Mastandrea, qui est un acteur italien extraordinaire et qui fait passer beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est un film absolument à découvrir. Certes, c'est pas une comédie, mais bon, voilà. Alors, Xavier, avec la programmation de ce soir, montre tout l'éclectisme qu'il existe dans le cinéma italien, et particulièrement dans le Festival du cinéma italien d'Ajaccio. Avec ce second film, La Vita Possible, il est le nouveau film un drame. d'Ivan ou de Matteo. Voilà, je vous l'ai dit, tout l'éclectisme dans la présentation de Xavier, qui reflète très bien le Festival du cinéma italien. Mais non, d'Ajaccio. Agnès ne m'en voudra pas, parce que les comédies, J'espère. les gens, finalement, il n'y a pas besoin de publicité pour les comédies. Les gens y vont, ils ont envie de rire. Voilà, non, c'est vrai, on le voit quand je vais au festival, on le voit souvent. Donc j'avais envie de miser sur des films qui peut-être attirent moins, mais qu'il faut absolument aller voir. Et là, alors quand là, même, si, ça va attirer. oui, mais c'est vrai que comme c'est pas une comédie, des fois, voilà, c'est peut-être plus compliqué. Les gens en ce moment ont envie de rire, bon, on les comprend, c'est sûr. Il vaut mieux regarder un film italien et rire que regarder, par exemple, le spectacle des primaires. Mais donc, oui, enfin. Les 7 mercenaires. Pas à l'italienne, c'est sûr. Et donc, dans ce film, alors, il est question d'une femme et de son fils qui doivent s'échapper d'une ville parce qu'il est question d'un mari violent. Vous voyez, c'est vraiment un drame, là, pour le coup, encore une fois. Ne riez pas, c'est pas drôle. Donc, Il est incroyable. c'est surtout un très beau portrait de femme, encore une fois, parce que c'est avec une actrice que j'aime beaucoup, qu'on avait vue dans Mia Madre, Margherita Bui, Oui. qui est une actrice fantastique. Je ne sais pas comment elle est repartie de Cannes sans un prix d'interprétation. C'est un scandale. Je le dis, il y a 2 ans, c'est une honte. Mais si vous voulez, on peut voir un petit extrait du film. Si vous On voulez. se retenait de rire. Si vous voulez, on peut voir un petit extrait du film. Can make a person say what good is my life. Ma lei l'ha capito che io sono scappata? Funny how a breaking heart can make me start to say what good is my life. Non so, mi sembra come se io avessi deciso per tutti. Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and mine. Dirti di venire a stare da me è stata la prima cosa giusta che ho fatto da anni. La vita più bello. Enlève-moi le synthé.
Alors, il s'agit d'un film, là, d'Ivano de Matteo. Et on avait suivi ses premiers films parce qu'il l'avait passé au Festival italien aussi, ses tout premiers films. Un que j'aimais beaucoup, qui m'avait un petit peu surpris à l'époque, ça s'appelait La Bella Gente. Je ne sais pas si vous connaissiez. C'est une histoire qui peut concerner tout le monde. C'était l'histoire de gens qui se disaient de gauche, comme il y en a bien sûr aujourd'hui beaucoup, même si c'est une espèce un peu en voie de disparition, il faut bien l'admettre quand même au gouvernement. Mais ces gens-là recueillaient une prostituée pour l'aider. Mais évidemment, dès lors qu'elle commençait à s'intéresser à leur fils, etc., il la rejetait, bien entendu, parce que là, c'est les valeurs de gauche. Bon. Et donc, ce film était un film choc, moi, je trouve. Et il continue dans la veine un petit peu politique, un peu plus sociétale, avec ce portrait magnifique d'une femme qui est brisée, qui a subi des violences et qui essaie de se reconstruire, d'où le titre, La vie possible, bien entendu. Donc voilà, c'est sûr que c'est 2 films peut-être difficiles, hein, de drame, mais c'est de très belles histoires, c'est très bien filmé, que ce soit le Bello, que ce soit le Ivano de Matteo. Et c'est vraiment, je disais les comédiennes, il y en a une autre, c'est Valeria Golino, qui est sublime. Vous connaissez, c'était Restero, voilà. Qui est toujours sublime et très souvent juste. Hein, et qui avait fait elle-même un film en tant que réalisatrice, qui s'appelait Miele, sur une femme qui prêtait ses services, qui donnait ses services pour aider les gens à mourir. Là aussi, ça avait fait un petit scandale en Italie, parce que bien sûr, c'est un pays magnifique, mais toujours un peu conservateur quand même. Quelques mots sur le cinéma italien dans son ensemble. Vous l'avez un petit peu dit en préambule, c'est un cinéma de plus en plus vivant. Il a eu une période très difficile dans les années 80, et là, vous avez raison de le souligner, on se moquait un petit peu de vous. Il n'y a pas que la comédie, il y a les drames, il y a les films politiques également, et tout ça, vous pouvez le retrouver dans la programmation du Festival du cinéma italien d'Ajaccio. En allant sur le site internet d'ailleurs, il suffit de googliser Festival du cinéma d'Ajaccio italien. Et vous tombez sur la programmation. Oui, moi je pense que le cinéma italien n'est jamais vraiment mort, mais c'est vrai qu'il y a une phase un peu, on va dire, un peu calme, un peu plate. Ouais. Il y avait toujours Nanni Moretti qui sortait son petit film de temps en temps qui était là, mais c'est vrai qu'il était un peu seul. Il était isolé. Marco Bello, qui n'en sortait pas beaucoup, il était revenu surtout dans les années 2000 en fait, avec des films assez importants aussi. Et là, il y a toute une série une génération de jeunes cinéastes qui essayent de faire autre chose et d'emmener le cinéma italien vers un peu autre chose. Ouais. Oui. Bon, après, il y a Ettoresco, là, qui depuis est mort, mais qui avait fait un très beau film là, sur la ville de Rome. On peut faire le parallèle avec la littérature italienne aussi, qui remonte bien aussi depuis quelques années, alors qu'on n'entendait plus parler. Non, c'est vrai qu'il y a je ne sais pas si on peut parler de renouveau, je ne sais pas, là-dessus, c'est pas ma spécialité, le cinéma italien, moi c'est plutôt vers l'Est, mais ou vers l'Asie. Mais c'est vrai qu'effectivement, sans parler de renouveau, il y a du cinéma italien très très diversifié, et y compris les comédies, il y a de tout. Bon, il y a des comédies des fois, comme chez nous, qu'on aime moins. Un film de super-héros l'année dernière. Et même un film, il y en a encore un apparemment dans la programmation. Au festival du cinéma italien d'ailleurs. Donc il y a vraiment pas mal de choses, c'est l'éclectisme, et de la qualité aussi quand même. Merci pour ces 2 projets, Fai bei sogni de Marco Bellocchio et La vita possibile, le film d'Ivano de Matteo. On va être avec vous à présent. Un petit peu de sérieux. S'il vous plaît, Nicolas Grimaldi, grand philosophe Nicolas Grimaldi, que nous aimons beaucoup dans toute l'équipe pendant le 20h. Il sera à l'Espace Diamant à Ajaccio le 28 octobre à partir de 18h30 pour... une lecture, je ne sais pas comment on doit le dire d'ailleurs, autour de Proust. Voilà, il s'agirait en fait d'un double dialogue finalement. Nicolas Grimaldi qui dialoguera avec Proust et toute son œuvre et qui sera lui-même, donc Nicolas Grimaldi, interrogé par Jean-Pierre Castellane, donc sur la scène de l'Espace Diamant. Le philosophe dialogue sans cesse tout au long de ses ouvrages avec l'œuvre proustienne. Il y trouve un écho infini. Alors bien sûr, on a tous les concepts de philosophie classique, la perception, l'imaginaire, le réel, le temps, qui... en fait, il souligne le paradoxe entre le réel extérieur et notre imagination intérieure. Et c'est de ce paradoxe dont il sera question donc, le 28 octobre, à travers un prisme particulier qui est celui de la déception, qui traverse toute l'œuvre de Proust, mais qui traverse toute la vie humaine au final, donc qui nous touche tous. Et la question, c'est pourquoi sommes-nous déçus ? Eh bien, je vais vous le dire, Philippe Martinez. C'est parce que notre perception, donc la façon dont on voit les choses, nous fait interpréter la réalité, du coup nous isole de la réalité. Nicolas Grimaldi compare la perception à une gaine en caoutchouc qui isolerait un fil électrique. Et du coup, le réel nous est toujours étranger. Alors non seulement le réel nous est toujours étranger, mais en plus, il n'est jamais à la hauteur de notre imagination. Et c'est de cette dualité, de ce paradoxe dont il sera question le 28 octobre, vous verrez que la réponse croise le chemin d'une petite Madeleine célèbre. Ouais. Et puis Nicolas Grimaldi, vous avez raison de le souligner,
souligner. Il est souvent, ses écrits sont souvent à la lisière du réel. C'est un philosophe. C'est l'un des philosophes français les plus étudiés, on le sait moins, les plus étudiés à l'étranger. Il a beaucoup travaillé sur Proust, évidemment, mais également sur l'identité. Il est beaucoup question en ce moment de l'identité heureuse ou de l'identité malheureuse. Choisissez votre camp. Et Nicolas Grimaldi, il faut se replonger, pour répondre à cette question, il faut se replonger dans l'œuvre de Nicolas Grimaldi, qui s'amuse avec tous ces mots-là, tous ces champs d'investigation philosophique. Il sera à l'Espace Diamant, vous l'avez dit, le 28 octobre à 18h30. C'est surtout un vrai philosophe, pour le coup. C'est un philosophe. Parce que vous savez, à la télé, tout le monde est philosophe aujourd'hui. Donc, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, on en connaît quelques-uns, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, non, c'est un vrai philosophe. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais à la télé. C'est pour ça. Sauf chez nous. Sauf ici. Il est déjà Exactement. venu sur France 3 via Steel. J'en profite, pardon, oui, je vous coupe. allez-y. Non. J'en profite pour dire que ceux qui ne connaissent ni Nicolas Grimaldi et qui ne sont pas familiers avec Proust, allez-y quand même, vous vous régalerez du verbe élégant et raffiné de Nicolas Grimaldi. Et vous aimez Proust, vraiment ? Est-ce que alors, mes souvenirs tu avais été déçu, non ? Non. Mes souvenirs d'ancienne étudiante en philosophie me le font détester. Parce que je trouve que c'est on l'évoquait un peu tout à l'heure, un faux dandy. Je pense qu'on lui a prêté une fausse image. Voilà. Après, c'est une œuvre monumentale et qu'il faut parcourir si on le peut. Mais c'est un écrivain très complexe quand même à saisir. Hein. C'est pas... je serais très mal placée pour analyser l'œuvre de Proust. Non, mais loin de moi cette idée. On donne notre avis, hein, il vaut notre avis. Oui, ça compte pas. Il y a beaucoup de spécialistes de Proust en Corse, moi. Des anciens illustres. Par contre, vous aimez beaucoup Proust. Non, bah je suis comme Marion, je botte en touche. Je salue ma mère parce qu'elle a réussi à lire La Somme, je la voyais sur la table de chevet au fur et à mesure avancer. C'était long, mais elle adore. Mais je pense que c'est un peu dur à lire, effectivement. C'est un peu ardu Proust, pour moi. Proust, on aime, on déteste. Il n'y a pas oui. de juste milieu avec Proust. Ouais. Moi, là, j'ai discuté souvent, c'est impossible d'être au milieu. Par son style, voilà, c'est dur, Proust. Hein. Proust, vous ne sautez pas une page, hein, vous ne comprenez plus rien. Hein. Non, ça, c'est Ni sûr. un paragraphe, hein, sinon c'est impossible. Qui a été adapté, Proust, souvent au cinéma. Oui, on citait tout à l'heure Raoul Ruiz, par exemple. Et si vous voulez lire Proust, lisez Proust en BD. Ils ont adapté en 6 tomes à la recherche du temps perdu. C'est absolument remarquable pour découvrir Proust et pour peut-être avoir envie de le lire après. C'est chez Delcourt. Alors, je le dis aux téléspectateurs de France 3 Corse Via Steel pendant le 20h, que toutes ces références-là, notamment Proust en bande dessinée, on mettra toutes les références sur la page Facebook de France 3 Corse, justement pour continuer cette conversation. Ah oui. Juste au cinéma, avant d'arriver au coup de cœur de Marcel, au cinéma, Proust, c'est plutôt raté. Non, moi je l'aime bien. Vous le détestez. Je le temps retrouvé de Raoul Ruiz. Vous m'avez dit que c'était très très long, que vous avez trouvé le temps long. Je ne fais pas de jeu de mots. Mais... Proustien, quoi. Voilà, voilà. Donc c'est une adaptation proustienne, mais très élégante. Comme l'a dit ma chère camarade, c'est très élégant. Voilà. Alors le coup de cœur, on va laisser Proust à son œuvre. Et on va vous conseiller tout de même, hein, Nicolas Grimaldi, que les choses soient claires. Il faut aller voir Nicolas Grimaldi, vraiment. D'ailleurs... écouter plus Nicolas Grimaldi que lire Proust. Je vais me faire que des amis en disant ça. Mais tout le monde ne peut pas aimer Fitzgerald. Il est mort, on s'en fout. C'est ça. Donc, Born to Run de Bruce Springsteen, du boss Bruce Springsteen. Ça vous plaît plus, hein, je pense. Oui. Hein, c'est un peu plus d'enthousiasme que pour... Voilà. Tout à fait. Aux éditions Albin Michel, à l'heure où Bob Dylan a reçu le prix Nobel de littérature. Vous nous parlez de Bruce Springsteen. Vous avez vu ce talent de Marcel? On l'attendait sur Bob Dylan, eh bien non. Non, Springsteen. On va du côté du boss. Il a beaucoup de chance parce que c'était pas annoncé qu'il ait le prix Nobel, hein, quand même. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais bon, ça ouvre des portes. Hein. Ouais. Non, mais enfin, il faut lire Chronicle de Bob Dylan. C'est tout simplement génial. Allez, et même Born to Run. Même disait les chansons de Bob Dylan, c'est de la poésie. C'est vrai, je suis d'accord. Pas besoin de musique. Hurricane, moi j'adore Hurricane. Ouais. Avec Carter. Bon, bref. On va commencer sur Bob Dylan. Le boss, sa biographie, il a commencé à l'écrire en 2009. Il a mis 7 ans à l'écrire. Il écrit tout seul. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas d'interview. C'est lui qui écrit. C'est plutôt bien écrit. Je veux dire, c'est normal. C'est un grand lecteur. Springsteen, gros lecteur, hein, parmi les auteurs favoris, Tchekhov, Dostoïevski, Tolstoï, Philippe Roth, mon cher Philippe, McCarthy, Richard Ford, Steinbeck, mais Faulkner. Comment voulez-vous que nous n'aimons pas Bruce Springsteen? Donc c'est évident. Il a fait ça avec honnêteté, sincérité, générosité. C'est remarquable. C'est plus qu'un témoignage d'une vie. Hein, c'est l'histoire d'un prolo américain parce que malgré la réussite,
il reste un prolétaire américain. Et ça transparaît tout au long du livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a l'impression qu'il nous parle. Il y a une relation d'intimité quand on lit cette biographie. C'est absolument remarquable, bourré d'anecdotes sur la musique. Hein. Je pensais tout savoir de la chanson Bird to Run. Ben non, j'ai encore appris des choses. C'est fabuleux, on plonge là-dedans. C'est aussi une image des États-Unis. Il faut avoir ça en tête. On traverse tous les États-Unis. Vraiment, encore une fois, la religion, le prolétariat, c'est tout le temps présent, y compris dans ses chansons, bien sûr. C'est un homme engagé. Et ça transparaît. Voilà. C'est quelqu'un qui aime l'humain. Anti-Trump, hein, je crois. Hein. Ah bah, franchement, légèrement. Hein. En plus. Alors, je vais faire mon Philippe Ferrer. Je vais faire mon Philippe Ferrer. Je n'ai pas lu. Mais j'ai lu les bonnes feuilles. Non, vraiment, pour aller dans ce que vous dites, il faut absolument découvrir cette biographie parce qu'en plus de ça, il nous livre son rapport aux États-Unis, son rapport à la terre, son rapport à l'autre. C'est extrêmement politique ce livre très aussi, hein, qu'on ne s'y trompe pas. Il y a la musique, il y a les anecdotes sur scène, il y a ces rencontres avec les principaux artistes qui ont fait la musique américaine ces 30-40 dernières années. Mais il y a également son rapport à l'Amérique, son rapport à la politique. C'est un très très grand livre. Bruce Springsteen, Born to Run. Et si vous avez le temps, regardez des films de Pierre Etex, qui est mort là il y a quelques jours, à 88 ans, clown magnifique entre Keaton et Jacques Tati. Vous faites bien de le dire. Petite tristesse. Merci beaucoup à tous les trois. Je le rappelle aux téléspectateurs, toutes les références seront sur la page Facebook de France 3 Corse Vie Astel. Je vous dis à très vite, même à lundi, sur notre chaîne, même lieu, même heure, pendant le 20h.